Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, quelques jours après celle que j'ai faite sur Sir Alex Ferguson. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet particulier, c'est l'influence de l'industrie du pétrole et du gaz dans le monde du football. Avant tout je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des contenus que je peux proposer autour du football, que ce soit historique, économique, géopolitique, j'en passe. Commençons directement. Alors on sait très bien, le secteur du football est puissant, les clubs et les championnats produisent plus de 30 milliards d'euros dans le monde, c'est plus que l'économie de l'Estonie par exemple, et une grande partie de cet argent qui est produit provient des sponsors. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi des sponsors payent autant pour être affichés sur des maillots ou pour être vus à la télévision. Déjà parce que le football est regardé par des millions de personnes à travers le monde et que c'est le sport le plus populaire sur cette planète. Ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est qui contrôle le football, quelle industrie, par quelle manière, par quels moyens. Donc en gros vous le savez, toutes les marques veulent être sponsorisées par le monde du football, les compagnies d'assurance, les marques de sport et consorts. Mais il y a une industrie qui prend le dessus sur toutes les autres, c'est l'industrie énergétique. Donc pour être plus précis, c'est les compagnies qui sont impliquées dans tout ce qui est énergie fossile, le gaz, le pétrole. L'histoire du football a un lien intime avec l'histoire du pétrole. Ce sont les travailleurs étrangers qui s'occupaient des gisements de pétrole en Roumanie qui ont introduit le football dans ces pays. Et d'ailleurs la plupart des footballeurs qui étaient en sélection roumaine lors de la Coupe du Monde 1930 sont ces travailleurs étrangers. Dès les années 40 et 50, l'argent du pétrole est investi dans le football. Les compagnies et travailleurs du pétrole créent des clubs et des championnats. Pour parler d'une époque un peu plus moderne, ces 2 dernières décennies, on a vu une expansion extrêmement importante de l'industrie du pétrole et du gaz. Et d'ailleurs le premier exemple que je peux prendre, c'est celui de Gazprom, qui est majoritairement détenu par l'État de Russie, et c'est la compagnie de gaz la plus grande au monde. Gazprom est présent partout dans le football, c'est un des sponsors les plus importants de la Ligue des Champions. Le directeur de Gazprom est aussi le vice-président de la Fédération de football russe, et la société Gazprom était impliquée dans l'obtention de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Depuis 2007, Gazprom est un des partenaires les plus importants du club allemand Schalke 04. En 2011, il y avait eu des négociations entre Schalke et le Bayern Munich pour le transfert de Manuel Neuer, qui était donc à Schalke à cette époque, et Vladimir Poutine lui-même avait essayé d'interrompre ce transfert parce que avoir Manuel Neuer à Schalke c'était hyper important pour lui et du coup Gazprom, mais sans succès. Manuel Neuer, on connaît l'histoire, est au Bayern Munich actuellement et le transfert a bien eu lieu. Gazprom est aussi le sponsor du Red Star Belgrade, du Zénith Saint-Pétersbourg et c'est aussi le partenaire énergétique de Chelsea. Chelsea qui d'ailleurs a été racheté en 2003 par l'oligarque russe Roman Abramovich. Il y a eu des millions d'euros qui ont été dépensés, de grands joueurs. Il y a aussi une victoire en Ligue des Champions et donc Roman Abramovich a su faire briller Chelsea. Mais il a aussi fait briller Gazprom et du coup la Russie. 5 ans plus tard, en 2008, Manchester City est racheté par Abu Dhabi United Group. C'est devenu une des plus grandes équipes d'Europe avec des millions d'euros dépensés également. Il y a aussi cet énorme groupe de clubs qu'ils ont créé à travers le monde avec New York City, avec Manchester City, avec Troyes aussi, et d'autres clubs. En France, il y a bien évidemment l'exemple du Paris Saint-Germain qui a été racheté par le Qatar en 2011. En Espagne, le FC Barcelone a conclu un énorme accord avec la Qatar Foundation qui est détenue par le Qatar lui-même. Pour rappel, le FC Barcelone pendant des années se sont refusés d'afficher un sponsor sur leur maillot et maintenant ils ont cédé. Et dernier exemple, le Real Madrid est par exemple sponsorisé par Fly Emirates et donc on peut voir qu'il n'y a presque aucun grand club qui échappe à cette règle. Le pétrole et le gaz sont donc partout dans le football, mais comment l'expliquer? Pour Nike et Adidas par exemple, c'est très simple de le savoir puisqu'ils veulent mettre en avant leur logo et leurs produits auprès des fans de football. Et d'ailleurs par exemple certains fans de football achètent des chaussures Adidas ou Nike parce que c'est des chaussures de Messi ou de Ronaldo. Allons-nous acheter du pétrole à Abu Dhabi parce que nous sommes fans de Manchester City? Non. Ou du gaz de Russie parce que nous regardons la Ligue des Champions? Non. Pour comprendre tout ça, toute l'économie et la construction des villes de ces pétromonarchies, donc pétromonarchies c'est des pays qui construisent leur économie grâce à ces énergies, et donc tout est basé sur ça. Mais malheureusement, comme a dit Elon Musk, tout a une fin. Le pétrole et le gaz, ils vont devoir se renouveler et pas que s'appuyer sur le pétrole et le gaz. Il y aura bientôt une fin. Bientôt nous ne pourrons même plus puiser du pétrole parce qu'il n'y en aura plus. Parce qu'aussi il y a cette amplification et cette transition vers l'électrique que représente bien par exemple Elon Musk avec Tesla. Selon Shell, une des plus grandes compagnies de pétrole au monde, le pic du pétrole a été atteint en 2019 et donc ces prochaines années on peut s'attendre à une déclinaison de l'extraction du pétrole. Et selon une étude en 2030, le revenu des ménages en Arabie Saoudite va considérablement baisser et les 900 milliards de bénéfices qu'ils se font avec le pétrole vont se transformer en 2000 milliards de dettes. Pour se sortir de cette dépendance, les gouvernements tentent de se diversifier. Ils tentent de faire en sorte qu'on paye leur pétrole le plus longtemps possible et d'acquérir un certain statut, un soft power. Et c'est là qu'intervient le football. Russie, Arabie Saoudite, Qatar et Émirats Arabes Unis vont faire en sorte d'avoir un bon réseau et une bonne réputation.
Revenons à Gazprom, c'est un gros client de l'Allemagne. La Russie a construit le gazoduc Nord Stream 2 entre son pays et l'Allemagne. Il y a eu beaucoup de controverses à ce propos parce qu'on dénonce une potentielle influence de la Russie en Europe. Et c'est pour cette raison que Gazprom veut garder une bonne image auprès du public en Allemagne. Et de quelle autre manière que d'être un sponsor dans un pays où le football est le sport le plus populaire. Ils veulent faire connaître l'histoire de Gazprom et aussi leur faire comprendre pourquoi ils peuvent apprécier Gazprom. Comme Adidas et Nike, ils veulent vendre leurs produits par le biais du football, mais avec une certaine implication géopolitique. Pour rappel, les industries du pétrole et du gaz représentent 73,2% des émissions de gaz à effet de serre. Cette industrie est considérablement une des responsables du changement climatique. Et par exemple, Gazprom, entre 1985 et 2015, est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Le Qatar a l'émission de gaz à effet de serre la plus importante par personne. En 2017, c'était estimé à 49 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par personne. Le football ne peut donc pas changer à lui tout seul le changement climatique. Mais pour ces compagnies, avoir un sponsoring de premier plan dans le football offre un moyen de contourner la mauvaise publicité en gagnant l'approbation. C'est la notion de soft power que j'avais d'ailleurs évoquée dans ma vidéo sur Newcastle qui a été racheté par un groupe d'investissement en Arabie Saoudite. Et donc cet argent dépensé est un moyen d'acquérir un rang et de faire oublier aussi la mauvaise image de ces pays. Par exemple, j'avais parlé de ce meurtre de Jamal Khashoggi par le gouvernement de l'Arabie Saoudite, et donc en investissement à Newcastle, ils veulent enlever cette mauvaise image pour se donner une meilleure visibilité. Donc ça a été le cas aussi pour le Qatar, c'est le cas aussi pour les Émirats Arabes Unis, et donc ils veulent laver leur image grâce au football. Pour la petite anecdote, dans les années 80, Shell avait négocié un contrat sponsor avec l'association de football norvégienne. Eivind Arnevag, un des joueurs les plus populaires de la Norvège à l'époque, avait décidé qu'il ne jouerait pas dans un championnat sponsorisé par Shell. L'association norvégienne de football a donc déchiré son contrat avec Shell. Imaginez une telle rébellion contre des clubs comme Newcastle, où aujourd'hui ça paraît un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêt aussi bien pour l'industrie du pétrole et ses pétromonarchies que pour le football, parce que ça génère beaucoup d'argent pour le football. Ils sont contents, hein, le directeur de la Première Ligue était très content de voir un tel investissement. Beaucoup de clubs anglais ont dénoncé ce rachat, et donc on ne devrait pas avoir autant d'argent provenant de ce genre de pays dans le football. Et aussi, petit exemple que je voulais mettre en avant, si Chelsea, donc avec Gazprom, donc le gaz de la Russie, affronte le Paris Saint-Germain du Qatar et du pétrole, il y aura un match, il y aura une double confrontation en Ligue des Champions par exemple, mais le match il va continuer après le coup de sifflet final. Il y a une concurrence de pouvoir géopolitique qui se fera entre ces deux pays. Et aussi par exemple les matchs entre le Paris Saint-Germain et Manchester City qui donnent un match géopolitique Qatar, Émirats Arabes Unis. Sur le même principe que le greenwashing, le sportwashing sont des entreprises polluantes qui tentent de laver leurs responsabilités dans le dérèglement climatique en finançant une activité aussi saine et consensuelle que le sport. 250 contrats de sponsoring ont été réalisés entre des entreprises fortement émettrices de CO2 et entre des clubs de 13 sports différents. Et pourquoi en France ça n'est pas interdit ce genre de choses? Parce que même la loi climat et résilience qui a été votée il n'y a pas si longtemps apporte une petite nuance, et donc il y a une interdiction de faire de la publicité de compagnies d'énergie fossile, mais il n'est pas interdit de faire du sponsoring ou encore faire du parrainage par exemple dans le sport. Et c'est cette petite nuance qui fait qu'on a encore sous nos yeux ce genre de choses en France. En Europe je sais pas de manière générale comment ça se passe, mais en tout cas en France c'est cette petite nuance qui permet de faire obstacle à tout ça. C'est tout pour cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. C'est un sujet assez technique, assez compliqué. J'ai moi-même eu pas mal de difficultés à tourner cette vidéo et aussi à l'écrire parce que voilà, il faut vraiment se concentrer pendant toute cette vidéo et il y a beaucoup d'informations aussi. Donc je suis resté un peu sérieux parce que là on parle du changement climatique et aussi on parle d'un lien qui est assez étonnant, de se dire que l'industrie du pétrole et du gaz soit autant liée au football. Pourtant on se dit au début mais ça n'a rien à voir, et pourtant si vous savez comment ces deux domaines, ces deux univers se complètent aujourd'hui, et ce depuis des décennies. En tout cas comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine, merci à tous, ciao ciao.